Prenons la direction de l'Iran, Solène. Donald Trump n'aurait jamais été aussi proche d'une nouvelle intervention militaire. Pourquoi, ce matin, pense-t-on donc que l'intervention est plus inéluctable que jamais? Parce que le patron commence à en avoir assez. Je vous cite un proche conseiller de Donald Trump interrogé par le site d'information américain Axios, l'un des mieux renseignés sur la question, qui titre ceci: Trump se rapproche d'une guerre majeure avec l'Iran. Toujours selon ce conseiller, il y a 90% de chances que nous assistions à une action militaire dans les prochaines semaines. Et tard dans la soirée, écoutez cette nouvelle mise en garde de la porte-parole de la Maison-Blanche. On pourrait avancer de nombreux arguments et raisons en faveur d'une frappe contre l'Iran. Et l'Iran aurait tout intérêt à conclure un accord avec le président Trump et son administration. Même coup de pression du vice-président américain, J.D. Vance. Bien sûr, le président se réserve le droit de décider quand il estime que la diplomatie atteint ses limites. Nous espérons ne pas en arriver là, mais si c'est le cas, ce sera au président de prendre la décision. Et puis regardez cette image, ça c'est la base américano-britannique Diego Garcia dans l'archipel des Chagos que Londres doit restituer à l'île Maurice. Mais figurez-vous que Donald Trump vient tout juste d'exhorter les Anglais à ne surtout pas le faire. Ne cédez pas, Diego Garcia, le président américain qui semble anticiper et affirme que les États-Unis pourraient l'utiliser pour une éventuelle attaque contre l'Iran. Alors cette attaque, à quoi pourrait-elle ressembler et quand pourrait-elle intervenir? Surtout pas à ça. Regardez, rappelez-vous, ça c'était les bombardements américains contre le Venezuela le 3 janvier dernier, et ici les bombardements américains contre l'Iran le 22 juin dernier. En gros, il ne s'agirait pas d'actions très ciblées comme celle-ci, mais plutôt d'une campagne massive de plusieurs semaines qui ressemblerait davantage à une guerre totale, toujours selon Axios. Il s'agirait aussi probablement d'une action menée conjointement par les Américains et par les Israéliens. Selon CBS, Donald Trump a été informé que l'armée est prête à lancer des frappes contre l'Iran dès ce week-end. Autre information, regardez cet homme, c'est Amos Yadlin, ancien chef des services secrets israéliens. Il ne parle pas pour ne rien dire et regardez ce qu'il vient de déclarer. Je recommande à toute personne devant prendre l'avion ce week-end de réfléchir à ses déplacements. Encore un mot sur le terrain, quels sont les signes concrets qui accréditent une opération militaire? Eh bien déjà, l'arrivée à pleine vitesse d'un deuxième porte-avions. Celui-ci, l'USS Gerald Ford, pour la première fois depuis qu'il a quitté les Caraïbes, il a été localisé. Regardez là, c'est toute la nuée de navires. Eh bien lui, il est ici, le Gerald Ford, au large des côtes marocaines. Et vu l'allure à laquelle il va, eh bien il devrait arriver en mer Méditerranée d'ici 24 heures et atteindre son rond-point d'arrivée juste ici, au large des côtes israéliennes d'ici 2 à 3 jours. Dans le même temps, regardez, il y a aussi énormément d'avions de combat qui sont déployés au Moyen-Orient. 50 sons supplémentaires sont arrivés ces dernières 24 heures. Il s'agit de la plus grande puissance aérienne américaine déployée au Moyen-Orient depuis la guerre d'Irak en 2000. Utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Alors Thomas Despo, vous avez analysé tout ça, vous avez travaillé sur le sujet. C'est vrai que Donald Trump, il avait réaffirmé cette semaine que c'était totalement faux, qu'il ne veut pas utiliser l'arme nucléaire. D'où vient donc cette information ? Alors, le point de départ, c'est cette vidéo d'un certain Larry Johnson. Il parle d'une scène qui se serait déroulée lors d'une réunion de crise à la Maison-Blanche et où le chef d'état-major des armées se serait opposé à Donald Trump. On a appris qu'ils avaient tenu une réunion de crise samedi soir. Un rapport issu de cette réunion à la Maison-Blanche indique que Trump voulait utiliser les codes nucléaires. Le général Dan Kane s'est levé et a dit non. Il a invoqué son privilège en tant que chef des forces armées. Il y a des photos de Kane sortant de cette réunion, la tête baissée vers le sol. Ce Larry Johnson n'est pas n'importe qui. Sa parole, elle est écoutée parce qu'il a été membre de la CIA pendant les années 80. Et depuis, il est blogueur. Il est réputé pour ses informations non vérifiées, pour sa proximité avec les Russes. Alors justement, Thomas, quand il dit que Donald Trump a voulu utiliser la bombe nucléaire contre l'Iran, est-ce qu'on peut le vérifier et savoir si c'est vrai ou si c'est faux ? Alors, pour vérifier cette affirmation, on a d'abord regardé s'il y avait bien eu une réunion ce soir-là à la Maison-Blanche. Et c'est le cas. CNN a aperçu plusieurs hauts responsables qui s'y rendaient, dont le chef d'état-major des armées. C'est lui, le général
McCain, qui aurait donc empêché Donald Trump de commettre l'irréparable. On a évidemment contacté directement la Maison-Blanche pour avoir leur version, et elle nous a répondu ceci. C'est totalement faux. Les journalistes devraient se renseigner avant de donner de la visibilité à des humoristes inconnus qui débitent, je cite, des inepties sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Comme ça, c'est clair. Enfin, notez que Larry Johnson a admis lui-même qu'il n'avait pas vérifié cette information. Il l'a pourtant relayée sans la moindre nuance. Voilà, et avec évidemment beaucoup de visionnage après, de vues sur les réseaux sociaux, et c'est ça qui est toujours évidemment dramatique dans ce genre d'information. Alors, cette fausse information, elle pose quand même une autre question, Thomas. C'est, est-ce que quelqu'un peut vraiment empêcher le président américain d'activer les codes nucléaires? Comment ça se passe? Eh bien non, c'est là aussi que l'histoire ne tient pas debout. En tant que commandant en chef, Donald Trump détient l'autorité exclusive pour autoriser l'utilisation des armes nucléaires américaines. Personne ne peut s'y opposer s'il en donne l'ordre, pas même l'armée ou le Congrès. Maintenant, dans la chaîne de commandement nucléaire, ce n'est pas vraiment le président qui appuie sur le bouton. Comment ça marche ? Eh bien, quand le président envoie l'ordre, un message d'urgence crypté est envoyé au centre de contrôle des tirs de missiles. Ces centres, ils doivent décrypter ce message avec des codes, et si ça correspond, les officiers vont lancer l'opération. Ce sont eux, finalement, qui vont appuyer sur le bouton si on poursuit la métaphore. La seule chose, in fine, qui pourrait empêcher cet ordre du président américain, c'est que, Tout de suite, Thomas Mistraki, vous nous parlez d'une succession qui se prépare dans le pays le plus fermé du monde. Selon les services secrets sud-coréens, Kim Jong-un, dirigeant suprême de Corée du Nord, pourrait bientôt annoncer officiellement la relève. Et la voici, cette relève, vous allez la découvrir. C'est une jeune femme, elle s'appelle Kim Young-hae. Officiellement, elle est née en 2013, elle a donc 12 ans, elle en aura 13 le 19 février dernier. Si c'est bien sa date de naissance, parce qu'il y a un doute sur la question. Cadette de la famille Kim, elle aurait un grand frère et peut-être un petit frère ou une petite sœur. On n'est pas sûr non plus, vous savez que les secrets sont très bien gardés en Corée du Nord. Et sa mère s'appelle Ri Sol-yu, ça c'est une certitude. Première apparition publique pour cette jeune femme, c'était en novembre 2022, lors d'un essai de missile longue portée. Ça en dit beaucoup. Et pour la petite histoire, eh bien, c'est grâce à cet homme qu'on a appris son existence. Ça, c'est Dennis Rodman, ancienne légende du basket américain, qui était allé en Corée du Nord rencontrer Kim Jong-un. Incroyable. Mais pourquoi penser qu'elle pourrait prendre la suite ? Oui, alors ça c'est la question évidemment, Solène, et c'est ce qu'a expliqué un parlementaire sud-coréen après une réunion avec les services de renseignement de son pays. Écoutez. Les services de renseignement estiment que Kim Joo-hae est entrée dans la phase d'être désignée comme héritière. Plusieurs éléments récents l'indiquent. Ses apparitions officielles de plus en plus nombreuses, comme pour l'anniversaire de l'armée de l'air, sa visite au mausolée familial, le palais du soleil Kumsusan. On lui a aussi demandé son avis sur certaines mesures à prendre. Oui, parce que ce qui compte, évidemment, ce n'est pas seulement le nombre d'apparitions, mais leur contexte. On va revenir d'ailleurs sur cette visite du mausolée des Kim pour le changement d'année. Vous voyez, la jeune fille apparaît au centre entre son père et sa mère. C'est un symbole, évidemment, le passé, le présent et l'avenir sur cette photo. Autre exemple, le même jour d'ailleurs à la télévision nord-coréenne, on diffuse des images surprenantes pour les standards du pays entre le leader suprême et sa fille. Elle embrasse son père, elle lui caresse la joue, lui l'embrasse aussi, c'est assez inhabituel. Et puis j'oubliais évidemment le surnom officiel de Kim Young-hae, c'est le grand soleil du 21e siècle. Elle a un statut à part, quasiment sacré. Par exemple, si vous copiez son style vestimentaire, sa coiffure et que vous faites partie du peuple, eh bien, vous pouvez terminer dans un camp de redressement. Enfin, les qualificatifs qui sont utilisés pour parler d'elle dans la presse officielle sont les mêmes que ceux utilisés pour parler de son arrière-grand-père, de son grand-père et de son père. Bon, il faut dire ce qui est, les choses semblent en effet bien engagées pour cette jeune fille. 2 questions rapides. On saura quand déjà ? Et surtout, ce choix, qu'est-ce qu'il change s'il est confirmé pour le pays ? Alors le parti au pouvoir tient un congrès à la fin du mois de février. Généralement, ce congrès, il sert à définir les politiques du pays, à faire de grandes annonces, mais aussi il sert aux nominations. Et Kim Young-hae pourrait être nommée première secrétaire de son comité central, c'est-à-dire numéro 2 de la formation politique. Ça, évidemment, ce serait un signal clair. Solène, ça installera une 4e génération de Kim au pouvoir. C'est un véritable régime monarchique. Dans cette lignée, Kim Young-hae serait donc la première femme. Alors ça, c'est une vraie révolution pour ce pays. Vraie
révolution et question aussi pour son armée, vous savez, qui est contrôlée entièrement par des hommes. On ne sait pas ce que ça changera, le fait qu'elle soit une femme à la tête de ce pays. Souvenez-vous de son père, il a eu une éducation en Europe, en Suisse pour être précis. Il était considéré comme très occidentalisé, ouvert à l'ouverture, si j'ose dire. Eh bien, la suite a montré tout le contraire. Ça va se passer concrètement. D'abord, est-ce qu'on sait, Julien, où ce stock d'uranium enrichi se trouve en ce moment même? Alors, il y aurait 441 kilos d'uranium enrichi enfouis à des centaines de mètres sous terre dans l'un de ces 3 sites, Fordo, Natanz ou Ispahan. Mais où sont-ils réellement stockés? Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, un indice a peut-être été laissé. Regardez, ces images satellites montrent que les Iraniens ont coupé les routes d'accès au tunnel d'Ispahan. Ils ont mis des barricades en terre, des gravats devant l'entrée des tunnels. Alors effectivement, c'est réellement là qu'est stocké une partie du stock enrichi. Soit c'est un leurre parce que les Iraniens savent que tout le monde regarde les images satellites. Au cœur des négociations à Islamabad, si elles reprennent, l'avenir de ce stock. Oui, Donald Trump, lui, souhaite transférer en fait cet uranium enrichi aux États-Unis. Une extraction comparable à celle menée, regardez, en 1994, c'était au Kazakhstan. On le voit sur cette image. Mais en Iran, l'uranium, lui, est stocké sous forme gazeuse dans des sites ayant été bombardés. De son côté, Téhéran, lui, privilégie la dilution, c'est-à-dire réduire le taux d'enrichissement de 60 à 20% directement sur place. L'objectif de cette dilution, il est simple, en fait, c'est de réutiliser ce même uranium enrichi dans le cadre d'utilisation électrique uniquement. Pour convaincre l'Iran de céder, les États-Unis se disent prêts à débloquer 20 milliards de dollars en échange. Merci beaucoup, Julien.